Vincent Cespedes, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Vincent Cespedes, philosophe, compositeur. Est-ce que vous connaissez notre chaîne YouTube? Bien sûr, depuis le début. Depuis le début? Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est cyber moderne. C'est un concept que j'ai créé pour exprimer justement ça, c'est-à-dire que c'est l'avenir, quoi, l'avenir du débat, l'avenir de l'échange d'idées, l'avenir de l'intelligence connective. Et j'aime beaucoup, et on ne peut pas penser votre chaîne sans penser aux commentaires, sans penser à une communauté derrière. C'est ça qui me semble vraiment très moderne. Vous avez regardé quel type de vidéos chez nous? Quasiment toutes. Peut-être pas les dernières, mais en tout cas, oui, j'en ai vu pas mal. Alors vous Je suis connaissez, ravi d'être là, du coup, je suis honoré. vous connaissez le principe. Oui. On a décidé de vous faire venir. On vous suit depuis 2009, un peu en dilettante, mais on a un regard sur vous, une veille sur ce que vous racontez depuis février 2009. On a décidé de vous faire venir parce qu'on a vu un extrait vidéo sur Internet. Vous vous exprimiez votre capacité à comprendre la violence des Gilets jaunes. Et la réaction en face sur le plateau télé nous a paru tellement déconnectée de la réalité analytique. Ça nous a fait mal. Donc on vous a appelé et ça s'est booké en 5 minutes. Et on voudrait que, pour commencer cette interview, qu'on revienne ensemble sur ce moment. Alors, c'était sur CNews. Je suis invité assez régulièrement. J'aime être invité comme ça dans des chaînes et des cercles où je suis une parole dissonante très facilement. Enfin, c'est pas compliqué d'être dissonant sur ce genre de chaîne. Mais à chaque fois, j'essaie de saboter le débat. C'est un peu comme ça. Je suis très solitaire dans la vie. Je suis pas quelqu'un de réseau. Je suis pas quelqu'un. Et ce côté solitaire qui, pour moi, est vraiment important pour l'indépendance d'esprit, surtout dans la philosophie, très important, parce qu'on a très vite fait des coteries et des espaces où on pense la même chose finalement. Philosopher, c'est douter. Philosopher, c'est créer. C'est douter, mais pour créer, pas juste pour douter. Et donc, ça s'est passé, ça dure longtemps. Il y a un extrait qui a circulé de 3 minutes, mais en fait, ça dure vraiment longtemps. Et effectivement, c'était... Vous dites que c'est déconnecté, je dis que c'est connecté. Pour moi, ils étaient ultra connectés. C'est moi qui les ai déconnectés. Ils étaient connectés à la défense du système. Donc il n'y a pas plus logique, et je m'y attendais. Après, il y a tout un jeu d'art oratoire et d'art rhétorique. Moi, ça ne m'a pas du tout fait mal. Je me marrais intérieurement. Je me marrais intérieurement parce que c'était du sabotage. Je sentais que juste dire les faits, lorsque le but est de les invisibiliser, les faits, juste dire les faits, juste dire le réel, on ne peut plus subversif dans ce genre d'endroit. Et donc j'ai bu du petit lait en me laissant couper la parole. Je sais frapper du poing sur la table et parler et dire « taisez-vous tous ». Je n'ai pas joué cette carte-là pour être dans une dialectique justement où on voyait un peu ce qu'ils avaient dans le ventre tous. D'ailleurs, au début, ils me connaissent un tout petit peu, donc au début, ils y allaient doucement. Je me suis laissé mordre volontairement. Et en fait, ils sont super connectés, c'est-à-dire que le but est de défendre un système où, lorsque les esclaves protestent, il faut frapper très fort pour faire des exemples. C'est un peu comme ça que j'analyse la répression envers les Gilets jaunes. C'est cette prise de contrôle de la dialectique sur les plateaux télé. Les Gilets jaunes en ont assez, c'est pour ça qu'ils veulent un format pas monté, pas coupé. Oui. Un peu comme chez nous. Oui. En direct. En direct. Comment vous comprenez cette violence de Gilets jaunes? En fait, c'est pas un ras-le-bol, c'est une mutinerie. Jacquerie. C'est une mutinerie. Moi, je vois dans l'ambiance un peu pirate. Et dans l'ambiance très codée de la marine, on va dire. Pas pirate, mais de la marine. Et c'est une mutinerie, et une mutinerie, c'est contagieux par essence. C'est hyper contagieux. Il suffit qu'il y en ait un qui dit « j'ai plus peur » pour qu'il y en ait plein qui disent « je n'ai plus peur ». Et on le voit d'ailleurs dans toutes les sorties de dictature. Tout d'un coup, quand la peur tombe, ça va très vite. Et c'est ce qui doit, en tout cas moi, c'est ce qui garde mon espoir intact. C'est-à-dire que je sais que ça va très vite. Pendant la résistance contre l'occupation nazie, il y a eu des journaux de résistance. Dans les années 40,
En 1940, 41, 42, jusqu'en 42, les journaux préconisaient une résistance en termes de lifestyle, de mode de vie. Résister, c'était l'élégance des Parisiennes qui étaient tellement belles qu'elles résistaient à l'occupant nazi, déboussolées par leur beauté. Résister, c'était de la spiritualité, du New Age. Et en 43, tout d'un coup, dans ces journaux-là, il était question de quelque chose de beaucoup plus punchy. Et il y a eu une recrudescence d'assassinats et de sabotages. Qu'est-ce qui s'est passé ? En 1943, les nazis ont cessé d'être perçus comme étant invincibles. Et c'est allé très très vite. Et on le voit avec Ben Ali en Tunisie, on le voit partout. Ça va très très vite. Et donc, les Gilets jaunes, c'est ça. C'est-à-dire que grâce aux réseaux sociaux, grâce à cette intelligence connective, on va en parler parce que pour moi, c'est vraiment l'immense nouveauté, qui n'est pas une intelligence collective. D'ailleurs, collectivement, ils ne sont pas encore spécialement intelligents sur le terrain. C'est normal, ils ne sont pas formés pour être intelligents sur le terrain. Ils essayent de se former. Et l'intelligence individuelle, chacun y va de sa théorie, de son opinion et de son vécu. Mais ce qui est fort, c'est qu'il y a une intelligence connective supérieure à l'intelligence collective et à l'intelligence individuelle. On dit intelligence collaborative. Est-ce que ça se regroupe un peu ou pas ? Dans le collaboratif, il y a simplement l'idée de travailler ensemble. Dans le connectif, il y a l'idée qu'on est connecté à travers des écrans, mais on n'est pas dans le toi et moi charnel. Et en fait, c'est fondamental pour la pensée de ne plus être dans le toi et moi charnel. Dans le toi et moi charnel, lorsqu'on est ensemble et qu'on brainstorm autour d'une table, le sexe de la personne est important. La couleur des yeux de la personne est important. Le statut de la personne est important. Les tics non-verbaux de la personne sont importants. Dans le connectif, tout ça, ça n'a aucune importance. Et une gamine de 17 ans, si elle a des arguments, peut avoir plus de poids qu'un professeur d'université. C'est ça l'intelligence connective. Nous on dit unis par le CALA. Oui, exactement. Et donc cette intelligence connective, et les jeunes de 15 ans sont complètement là-dedans, c'est vraiment une nouvelle donne anthropologique pour moi. C'est vraiment une nouvelle façon de penser et d'être performant. C'est une performance nouvelle. Et donc, les Gilets jaunes expérimentent ça. Ils expérimentent une désobéissance civile qui ne se positionne pas comme telle par rapport à un système, on va dire, d'exploitation. Voilà. Et ils refusent la subordination sociale. Alors, ils n'ont pas encore, à mon avis, je les suis beaucoup et je veux même les éditer certains, donc je suis en dialogue avec pas mal, ils n'ont pas encore cette conscience claire que le système à attaquer est un système hyper connecté et hyper capitaliste. Ça commence à venir. Ce que je vois comme une immense nouveauté de la part des Gilets jaunes, c'est que on dit ils se radicalisent, il y a l'extrême droite qui est là, etc. En fait, je crois qu'ils se délepénisent pour ceux qui étaient lepénisés. Je crois que se confronter avec le peuple à travers l'intelligence connective va augmenter la tolérance. Donc j'ai une lecture complètement différente de cette idée de radicalisation dans l'extrême droite. Je crois au contraire que ça va délepéniser le débat et que du coup c'est très dangereux parce que ça va être très dur à diviser et le pouvoir en place veut diviser. Alors ils font l'erreur, on a un gouvernement tactiquement complètement fou furieux. J'ai vraiment l'impression que la police n'a pas de personne à leur tête. On a l'impression d'un truc complètement en roue libre. Donc la répression est sordide et aujourd'hui à l'heure connective, ça circule extrêmement vite. Donc ils n'ont pas pris ça en compte. Ça reste une répression moderne alors qu'on est en cybermodernité. Ils n'ont pas compris ça alors qu'ils se voulaient modernes. En 68, on a vu ce qui s'est passé. La répression, les coups de matraque sur les étudiants ont mis l'opinion du côté des étudiants. Je crois que c'est exactement ce qui se passe. Donc, quelque part, je le dis avec un cynisme dialectique, merci à la répression. Sans la répression, le mouvement n'aurait pas duré longtemps. La répression fait que l'opinion aussi est de leur côté. Et donc, ce qu'on voit, c'est une mutinerie qui va être mondiale. Si je dois jouer un peu Nostradamus, je pense que ça y est, c'est fini. Je pense que les Gilets jaunes, avec les Gilets jaunes, dans un pays développé, dans un pays riche, même si les richesses ne sont pas réparties justement, on a un nom qui s'affirme face au système. Enfin, ça arrive. J'en parle depuis très longtemps. Dans mes premiers livres, la cerise sur le béton, violence urbaine et libéralisme sauvage, c'est le sous-titre. On me traitait de fou, d'illuminé, de cochon, etc. Là, ça y est, enfin, on a affaire à une insubordination sociale contre un système d'exploitation. Ça va donner des choses très intéressantes. Philosophiquement parlant, où se trouve le gouvernement Macron ? Il est dans le déni, il est dans la fuite en avant, dans la cavalerie, Pour moi, il est dans l'impunité des grands.
il est dans l'impunité des grands. Le problème de ce gouvernement, c'est qu'ils ont acheté leurs députés, ils ont acheté tout le monde, et ils s'imaginent que l'argent peut tout acheter, y compris la paix sociale. Et ils sont dans un délire d'impunité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est plus profond que juste un sentiment de déconnexion. Ils sont absolument persuadés que le système actuel est un système qui est de l'ordre de la justice et de la vérité. Ils n'arrivent même plus à critiquer une possibilité d'en sortir. Ils sont dans des possibilités de régulation du système. Donc ça, c'est pour moi l'aliénation suprême. C'est un gouvernement d'aliénés. C'est-à-dire que même quand on valide le système, qu'on est absolument sûr qu'il faut être capitaliste, qu'il faut des différences sociales, qu'il faut être cynique, etc., on arrive quand même, si on est un tout petit peu intelligent, à penser d'autres systèmes possibles pour les combattre. On peut penser le communisme pour le combattre. Mais on arrive quand même à sortir du système intellectuellement pour voir les options possibles. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas cette fenêtre-là, qu'ils ne comprennent pas la possibilité même d'une alternative. Quand on voit les députés, quand on voit les responsables de ce gouvernement, on a l'impression qu'ils ont le nez dans le guidon et ils sont totalement dans le système sans savoir qu'ils le servent. Et c'est pour moi le symptôme même de l'aliénation. C'est une obéissance, mais on ne sait même pas qu'on est en train d'obéir. Et c'est pour ça que la seule possibilité pour leur faire retrouver la raison et leur dire c'est une option politique, mais il y en a d'autres, juste vous pouvez la maintenir, mais il y en a d'autres. Et c'est pour ça qu'il y a l'arrogance. Macron n'est pas arrogant. Je suis sûr que c'est un homme absolument charmant. Humainement, il est amène. Mais je pense que, comme pour lui, ce système est la vérité incarnée, qu'elle n'arrive même pas à penser un au-delà du système, du coup, il est arrogant parce qu'il dit « mais que voulez-vous ? Il n'y a que ce système, il faut bien qu'on s'arrange. » Et son obsession de gestion, c'est parce qu'il n'a pas pensé la possibilité d'alternative. Et donc voilà, donc c'est très dangereux parce que là, on a affaire à de l'aliénation qui ne sait pas qu'elle est aliénée. Et la seule possibilité face à ça, c'est la violence. Il n'y a que la violence. Ça peut être de la claque dans la tête à quelqu'un, c'est-à-dire tu ne sais pas que tu es en train d'obéir, je te mets une claque dans la tête, du coup tu perds tes lunettes, tu te secoues la tête et tu vois une réalité alternative. Et puis au niveau social, la claque dans la tête, c'est les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est une claque dans la tête d'un système qui ne se perçoit pas lui-même comme système d'aliénation. Sur ce fameux système, et si je vous dis il n'y a pas d'autre solution, on a dépassé le point de non-retour, c'est quoi votre système alternatif ? Le système alternatif, c'est un système connectif. C'est-à-dire qu'on a une nouvelle forme d'intelligence qui est là. Ça s'appelle l'intelligence connective. On peut voir sur les forums que c'est très pertinent. On peut voir sur les Wikipédia, tout ça, que c'est très pertinent. Et qu'il y a plein de bêtises, mais elles sont autorégulées à la longue. On peut voir sur votre chaîne qu'il y a de la pertinence, qu'il y a de l'intelligence qui circule. Ça c'est l'intelligence connective. Je ne suis pas le gourou de l'intelligence connective, j'ai créé ce concept tel que je l'entends, mais je n'ai pas une vision là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la politique va devoir faire avec cette forme d'intelligence, ou disparaître. Ou disparaître. Bien sûr. C'est sa peur de disparaître qui lui fait s'accrocher, on va dire, contre toute forme de justice. C'est-à-dire qu'elle tiendra jusqu'au fond de son déni pour... Elle tiendra et elle gagnera. Ce système gagnera. Ce n'est pas les gilets jaunes qui vont faire perdre le système. On a affaire à une première vague d'insurrection qui, de toute façon, va être matée. De toute façon. Il n'y a aucun espoir. Je veux dire, et la violence des répressions nous montre ce que ça peut être. Et on sait très bien que ça peut être encore plus répressif avec leurs blindés, etc. Donc, bien sûr que le système va gagner. Mais le but du jeu, selon moi, le but du jeu est de marquer un point. On ne gagnera pas cette guerre-là, mais de marquer un point de façon à ce que la majorité de la population commence à se déciler et commence à voir que ce système est très fragile à la critique quand elle est juste, quand elle est argumentée, et quand elle est pertinente et quand elle est juste. Donc le but, pour moi, des Gilets jaunes, c'est de montrer la vulnérabilité idéologique de ce système-là. J'ouvre une parenthèse, question d'Internet qui vient de tomber. Pensez-vous que le mouvement des ZAD a été le précurseur et le catalyseur de cette désobéissance civile qui tend à se globaliser ? Alors je pense pas. Je pense que ce qui se passe sur les ZAD, c'est des formes d'expérimentation sociale très importante, de conscientisation. Mais je crois que ça reste trop dans l'optique de la marginalité. Et ce qui est très puissant avec les Gilets jaunes, c'est que c'est pas marginal. Ça devient un fleuve.
Et donc, les ZAD, c'est très intéressant comme expérimentation sociétale, il y en a plein. C'est très intellectuel comme mouvement. Les ZAD, c'est des gens qui réfléchissent, qui pensent, qui sont confrontés dans l'expérimentation, pas dans l'abstraction d'une discussion, dans l'expérimentation à la justice, à la répartition, au simple fait de dialoguer ensemble. Donc là, il y a plein de leçons à en tirer. C'est un laboratoire social extrêmement intéressant, mais je ne vois pas le lien direct avec les Gilets jaunes. Il y en aura peut-être, mais je crois qu'avec les Gilets jaunes, il y a cette idée d'une prise de conscience. Alors, je vais utiliser deux concepts. Bon. Pour moi, il y a deux sortes de zones. On parle de zones, on parle de ZAD. Il y a les zones effectives, les infrastructures, les villes, les quartiers. C'est effectif, on vit dans le même quartier, on vit sur la même planète. Les zones effectives, le système sait très bien les gérer. Il y a des quotas, il y a des taxes, il y a des circulés, il n'y a rien à voir, etc. Mais le problème, c'est qu'avec l'intelligence connective, on arrive à créer des zones affectives, non indexées sur les zones effectives. C'est-à-dire qu'on peut être pote lorsqu'on joue à un jeu multijoueur, on est vraiment pote, on ne s'est jamais croisé. C'est une zone affective, c'est ça que j'appelle une zone affective. La cybermodernité a découplé zone affective et zone effective. Forcément, dans une zone effective, on est dans une zone affective. Je parle à mes voisins et je deviens pote avec mes voisins. Donc normalement, ça allait toujours ensemble. Zone effective produit zone affective. Avec l'intelligence connective, il y a des zones affectives qui sont absolument décentralisées et non localisables. Les Gilets jaunes, ils expérimentent ça, c'est-à-dire que tout d'un coup, ils expérimentent la possibilité de partir de zones affectives. On est tous sur Internet, on gueule, on envoie des vidéos. Et d'arriver dans l'effectivité du monde. D'arriver dans la réalité, c'est un retour au réel, alors qu'on s'est organisé, formé et, boosté dans la zone affective. C'est la revanche, c'est la puissance même de l'affect humain qui déboule dans la réalité, alors que le but du jeu de ce système, c'est de déréaliser le monde. Parce que tous connectés avec des lunettes 3D dans un tititainment, un divertissement abrutissant, c'est l'idéal pour le système. On se rebelle sur son jeu vidéo et dans la réalité, on se soumet au système. Et là, tout d'un coup, la technologie qui était là pour nous abrutir, pour une sorte d'extension du divertissement virtuel hyper jouissif, tout d'un coup, c'est pas ça. Ils utilisent les vidéos live non pas pour regarder ma belle vie, comment je suis dans ma vie, non, ils utilisent pour s'organiser et revenir dans le réel. Et c'est ça que le système, à mon avis, ne supporte plus. D'où l'extrême violence. Quand vous voyez Marlène Schiappa et Cyril Hanouna... Schiappa, ouais. Pardon. Autant pour moi. Organiser un débat, c'est quoi? C'est du pain et des jeux? C'est quelque chose d'une nouvelle expérimentation? Encore une fois, c'est la continuité. Le premier livre que j'ai écrit en 2001 s'appelait « I Loved You », une référence au loft, donc à la télé-réalité. Le « I love you », zone affective énorme, fondamentale, l'amour, devient « je t'ai réalise » et c'est dans la télé-réalité que ça va se situer. On a une extension. Alors j'étais très en colère à l'époque, j'avais 27 ans, j'ai envie de casser la gueule à tout le monde sur les plateaux. Bon, maintenant j'ai appris le métier, mais la colère est là, intacte. C'est l'extension de la télé-réalité au monde de la politique, c'est-à-dire que on est dans l'idée que c'est à travers la politique spectacle qu'on va pouvoir convaincre. Et on voit bien le grand débat national qui débouche là-dedans, qui déboule là-dedans. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a affaire à une reprise en main de ce que je pourrais appeler la hamstérisation des êtres humains. Le hamster dans sa cage, il court dans sa roue. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un petit hamster étant petit. Non. Il court, il se défoule, il est dans une cage, mais il en oublie sa cage, tellement il cavale dans la roue. Et nous sommes tous des hamsters. Nous avons un sentiment de liberté parce que nous faisons du surplace dans nos vies précaires, dans nos petits métiers, dans notre cerveau étroit, dans nos égoïsmes. On a l'impression de traverser le monde, mais on fait que du surplace, on n'avance pas et on est chacun dans une cage. Et c'est ça la hamstérisation. Et ça passe par le divertissement, ça passe par Hanouna. Les Français qui se font hanouner, et c'est vraiment une secte, c'est tous les mécanismes de la secte, c'est une zone affective artificielle, c'est une zone affective, hein. Vous touchez à Hanouna, vous vous faites défoncer la tête sur les réseaux. Donc on a affaire à une vraie zone affective, il a compris ça, Hanouna, c'est un des rares. C'est une secte quand même. Comment ? C'est pas une secte. Non, mais ça a les mêmes ressorts, c'est-à-dire une affectivité où on a besoin de ça pour pouvoir tenir dans notre roue. Et je suis sûr que si Hanouna disparaît, il y a des gens qui seront malheureux. Et il y aura peut-être des gens qui vont se suicider. C'est pour ça que je dis qu'il y a c'est une zone affective artificielle, soumise à la production, et on avait ça dans la télé-réalité. C'est-à-dire que les gens disaient « mais oui, mais les jeunes ne sont pas bêtes, ils ne sont pas dupes ». Non, personne n'est dupe, tout le monde sait que c'est faux. Mais ça donne quand même des codes
de faire du collectif ensemble. Le jeune qui naît là-dedans à l'âge de 10 ans et qui voit ça, en tire une conclusion simple. Il dit l'agressivité est une valeur sociale tout à fait admissible, parce que pour gagner, il faut être agressif. L'hypocrisie, pareil. Et de toute façon, il y a un seul gagnant. On fait semblant de faire groupe dans la télé-réalité, mais on finit toujours comme un con à koh sur un plot à essayer de ne pas tomber dans l'eau. On est tout seul, en fait. Donc on fait semblant de faire du collectif, mais le collectif est voué à l'échec, et on se fait éliminer, il n'y en a qu'un seul qui va gagner. Et ça, c'est vraiment pour faire désespérer. On n'est pas dupe, mais quelque part, il y a une philosophie de la désespérance, de l'idée que le collectif puisse être intéressant. Gagner sa vie, c'est être un requin parmi les autres, et être dans un pessimisme sur le groupe et une insolidarité militante. Qu'est-ce que vous pensez de la philosophie anarchiste ? Je me considère comme anarchiste. Voilà. C'est très simple. Je crois que l'État, aujourd'hui, c'était un très beau projet, parce que l'anarchie, c'est l'État. Hein. Tant qu'on veut maintenir l'État comme Chomsky, tout ça, bon, Chomsky se dit de tendance anarchiste, mais il tient à l'État, il dit non, c'est trop tôt, il faut que l'État regarde. Je dis Chomsky parce qu'il m'inspire beaucoup, mais la limite, elle est là. Moi, je pense que l'État, hélas, moi je le déplore, je ne suis pas comme Bakounine, hein, hélas, l'État, c'est le capitalisme aujourd'hui. Hélas. C'est-à-dire qu'il a été contaminé, grevé, pris de l'intérieur, hacké, vous pourriez dire, par le capitalisme. Et aujourd'hui, alors... On va dire piraté, alors. Piraté, voilà, exactement. Il a été piraté, il a été contaminé par ça, et aujourd'hui, par le système des lobbies, par la propagande, parce qu'on a affaire à un système de propagande. Le mot est tombé en désuétude, mais la com, tout ça, c'est de la propagande. Les médias Les médias, à leur insu... C'est de la propagande ? Les médias, l'utilisation que le système, moi je parle de système, de Babylone on pourrait dire, que les médias font que le capitalisme fait des médias, bien sûr, arrive à une certaine forme de propagande dans des choix. Alors moi, par contre, je trouve qu'un des piliers de résistance se trouve dans le journalisme. Un certain journalisme, bien sûr. Mais évidemment que c'est dans le journalisme qui sont pour moi, doivent être en tout cas des philosophes. Aujourd'hui, le journaliste et le philosophe doivent pouvoir converger. Wittgenstein, j'ai lu un article de lui, à l'époque où il disait, un philosophe très important, où il disait non, ça doit être absolument différent. Il avait la hantise que le philosophe soit identifiable au journaliste. Les points communs, c'est qu'on se pose des questions et qu'on doute des réponses. Hein. C'est quand même un point commun, et qu'on cherche la vérité et la justice. Mais là, aujourd'hui, voilà, les journalistes ont un rôle énorme, mais maintenant, c'est vrai qu'il y a cet infotainment, comme on dit, qui est un risque, et le Hanouna Chiappa, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a de l'info, mais le cadre même, les règles du jeu, sont des cadres du système lui-même, pour finalement créer artificiellement du consensus. Vous avez proposé à un moment de vous déconnecter, d'arrêter de liker les réseaux sociaux pendant 24 heures, si mes souvenirs sont bons. Non, j'ai regardé ça avec bienveillance. Ça ne venait pas de moi du tout, mais évidemment, c'est symbolique. On est dans du symbolique qui compte. Le symbolique compte énormément. Mais... On est dans une société de somnambules. On est dans une société de somnambules. Hypnotisé par l'infotainment. On est hypnotisé, tout le monde, même moi, sûrement. C'est extrêmement engluant, c'est visqueux. C'est la viscosité. Sartre parlait de salaud. Le salaud, c'est celui qui est dans la viscosité du monde et qui le sait, et finalement qui s'en accommode. Donc je pense que... Qui s'y complaît parce qu'il a un avantage. L'avantage, on peut blablater, hein, il y a des avantages financiers, etc. Mais le vrai avantage existentiel, c'est qu'on oublie la mort. C'est un système qui fait qu'on oublie la mort. Quand Foucault dit le vrai tabou aujourd'hui, c'est la mort, il a partiellement raison. C'est pour ça qu'on voit émerger un courant philosophique du transhumanisme. Le transhumanisme, c'est pour les élites, hein, c'est réservé aux élites, et c'est effectivement l'idée que c'est une sorte de nouveau Graal. Parce qu'à un moment, quand on est bouffi d'argent et qu'on ne sait plus quoi faire de son argent, tellement même la philanthropie n'arrive pas à épuiser l'argent qu'on a. Vous connaissez bien le chiffre qui est tombé récemment, rapport Oxfam, 26 milliardaires sont aussi riches que la moitié de l'humanité. 26 milliardaires. Donc à un moment, on fait quoi de cet argent ? L'argent rend fou. J'ai pu fréquenter la Française des Jeux qui avait un problème avec ses grands gagnants et qui voulait que je booste leurs grands gagnants parce qu'ils ne claquent pas leur fric. Parce qu'un grand gagnant qui n'est pas partie de l'élite n'a pas la culture de qu'est-ce que je fais avec mon argent. Donc en fait, les mecs, ils sont shootés, ils planent.
Ils ont un moment de lévitation pendant au moins 1 an, c'est-à-dire ils ne touchent plus terre, et ils ne dépensent pas leur argent. Et donc il faut des psychologues pour qu'ils dépensent leur argent. Là, c'est l'inverse. Donc le transhumanisme, c'est avoir trop d'argent. Qu'est-ce qui me reste comme défi? Le cosmos. C'est vrai qu'on ne va pas dans l'espace, donc on peut rêver à l'espace. Et puis l'immortalité. Le transhumanisme, c'est ça. Tuer la mort, tout ça, c'est un fantasme d'immortalité pour les riches qui doivent quand même investir dans quelque chose. C'est un fantasme des riches pour se soustraire de la plèbe et de leurs revendications, on va dire, agressives, incomprises par cette upper class. C'est un fantasme induit par le système pour que les riches ne s'intéressent pas au social. Le transhumanisme est absolument antisocial. Le but est de ne pas penser au système, au social, aux injustices, à la précarité. Donc on va t'occuper l'esprit c'est la cage dorée du hamster riche qui fait partie de l'élite. Il est dans sa roue dorée, il cavale comme tout le monde, dans cette viscosité sans s'en rendre compte, en rêvant de la vie éternelle. On fait comment pour casser les roues, pour remettre du contact humain, pour remettre l'humain au milieu de tout ça? Ouais, c'est une vraie bonne question. Il faut un élément exotique fédérateur, l'arrivée des petits hommes verts, Jésus revient ou quoi que ce soit. Il faut un cataclysme, il faut quoi? Tout ce que je fais, toute ma vie, c'est ça, c'est de trouver des solutions. Je pense qu'il faut saboter. Je pense que la seule solution, c'est le sabotage. Il faut saboter le système par tous les moyens. C'est un appel à la violence, c'est quoi? C'est un appel, bien sûr. Il faut saboter le système. Violence, pas contre les personnes. Ça sert à rien, elles sont remplaçables. Mais violence contre la même violence qu'on nous oppose, qu'on leur oppose? Non, c'est même pas une question de guerre. C'est une question pour moi en tout cas philosophiquement, c'est de saboter la propagande du système, saboter l'idéologie du système, saboter, alors après il y en a qui disent carrément saboter les infrastructures du système. Donc il y a autant de guerrieros possibles qu'il y a de sensibilité. Il y en a qui vont vouloir se confronter matériellement au système. 98% vont vouloir juste être un soutien logistique, des 2% qui iront vraiment se confronter. C'est très intéressant. Donc là, on est dans des courants d'Eric Jensen, il y a tout un courant intellectuel, la Deep Green Resistance et tout ça, l'écologie profonde. Donc là, c'est frontalement, on sabote le système, et d'abord l'agriculture. L'agriculture qui est la chose qui détruit le plus la planète quand on réfléchit aux conséquences, etc. Donc là, il faut penser à une société alternative, il faut l'expérimenter. Qu'est-ce que ça veut dire faire communauté, faire famille? Est-ce qu'on sort de la famille nucléaire ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire éduquer dans un système, dans un contre-système? Donc là, la philosophie, vraiment, une philosophie créatrice, elle est vraiment vitale, centrale et l'affaire de tous. Et puis, moi, je suis plus sur un sabotage idéologique. Vous mennentionnez CNews, pour moi, c'est du sabotage idéologique. Et je fais, dans toutes les interventions, même en entreprise, il y en a plein qui me reprochent d'aller voir le patronat, le grand patronat, parce qu'il y a plein de patrons qui sont aussi super et très... Mais voilà, les grands groupes et tout ça, mais bien sûr que j'y vais. Bien sûr, parce que sinon, je suis hors sol moi-même. On y va et on sabote. On y va et on sabote, on ringardise des idées qui sont absolument non interrogées, on donne des claques intellectuelles à des gens qui ont le nez dans le guidon et qui sont dans leur roue. On fait la révolution des hamsters, on les arrache de leur cage, peut-être qu'ils vont se transformer en autre chose que de simples rongeurs. C'est pas une démarche personnelle que de vouloir sortir de sa cage. On dit souvent « heureux les simples d'esprit », aujourd'hui j'ai compris. Pour sentir sa liberté, faut-il encore commencer à faire bouger ses chaînes? Oui, c'est tout un courant, mais je vous ai parlé de la résistance spirituelle qui s'est transformée en sabotage effectif et en assassinat effectif. Je ne suis pas du tout pour la violence contre les personnes. Je suis très très non violent, au contraire, dans le rapport... La violence, c'est la force des faibles et comment sous s'arrêtent les connaissances. Voilà, exactement. Mais fondamentalement, en fait, la question c'est le sens de la vie. C'est quoi le sens? On en fait maintenant un produit marketing du sens. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que j'ai de l'énergie de me lever le matin? Et ça, c'est très jargon start-up, ce que je vous dis là. Les start-up ne parlent... Tous les start-upers disent « je veux changer le monde » parce qu'on leur a appris à dire ça. Et ils ne changeront pas le monde, pas du tout. Et ils augmenteront nos chaînes, certainement. Donc, le sens, pour moi, le sens ne peut aller qu'avec les générations futures. Ce qui donne du sens, c'est de dire que je suis dans quelque chose qui va être un peu plus juste demain, qu'il y aura un peu plus d'oiseaux migrateurs demain, qu'il y aura un peu plus de
de joie de vivre dans le monde, de possibilités de joie de vivre. Je m'en fiche de la joie de vivre effective, de possibilités, qu'il y aura un peu plus de justice, qu'il y aura un peu plus de dignité humaine. Et donc, c'est ça le sens. Et si c'est ça le sens, on voit qu'on a affaire à un système qui va très très bien avec le développement personnel, le coaching et le je vais bien, même si je lis Krishnamurti et d'autres éveilleurs de conscience. Tant que la libération est affaire personnelle, on ne crée pas du politique. Et je l'ai bien vu, j'ai analysé dans Vivre au printemps, j'ai analysé tous mes 68 et comment ça a été récupéré. 68 pour moi est fondamental pour comprendre cette désobéissance spontanée que je mentionnais. Et ça a été récupéré par Lacan, par les psychanalystes, par l'idée que, par la spiritualité New Age, c'est-à-dire transforme-toi toi-même avant de transformer le monde. Et on oublie une chose importante, c'est que quand on transforme le monde, eh ben on se transforme aussi soi-même. Et j'ai l'impression que c'est comme ça que doivent aller les choses pour être efficaces. Transformons d'abord le monde et il se peut qu'on se remette en question soi-même. N'attendons pas d'être analysé, bien dans sa peau, etc., pour commencer à se bouger pour le monde. Il se peut que le social soit une immense source de transformation personnelle et d'essor personnel. Question d'Internet. Comment expliquez-vous que si peu de personnes comprennent la différence de gravité entre la violence de la police et celle des Gilets jaunes ? Parce que c'est de la propagande. On nous apprend que la police, c'est une extension de nous-mêmes et que tout le monde doit être derrière, et que les gilets jaunes, eh bien, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent, et que c'est la chienlit, hein, comme on disait en 68, hein, c'est bordélique. Au bout du compte, les gilets jaunes, ils sont contre qui ? Réfléchissons très simplement. Ils sont contre un système bourgeois inégalitaire. C'est bourgeois. C'est la bourgeoisie qui est visée. C'est la bourgeoisie, c'est-à-dire plus qu'un salaire, c'est pas ça la bourgeoisie au sens politique du terme, c'est-à-dire des individus qui se contentent du système et dont le but du jeu est de monter le plus haut dans la pyramide du système sans le remettre en cause. Et au bout du compte, la police dans ce sens-là, et on est à huitième policier qui se suicide depuis le début de l'année, et moi ça me désole, comme je vois des gilets jaunes meurtris, ça me désole. Ça me désole parce que ce sont les mêmes. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont pris ce parti pris existentiel d'être du côté de... Mais ils y trouvaient de la noblesse, de la dignité à défendre l'ordre. Puis à un moment, ils vont se rendre compte, et là on aura fait un pas géant, ils vont se rendre compte qu'ils servent qui ? Est-ce qu'ils servent vraiment le peuple ? Est-ce qu'ils servent vraiment la France à maintenir ce système ? Et là, ça va... Alors là, pour l'instant, il y en a qui s'en rendent compte, qui sont pris dans un étau psychologique qui doit être horrible et sans soutien véritablement. Et là, donc, ils se retournent leur violence contre eux-mêmes. Mais ce n'est pas forcément des suicides, ça peut être un mal-être. Il y a un mal-être profond parmi les forces de l'ordre. Mais à un moment, ils vont se rendre compte que ça n'a pas de sens. Et s'ils ne s'en rendent pas compte ? S'ils veulent absolument continuer d'envoyer leurs enfants au cours de tennis et payer leur toit, leur prêt bancaire, s'ils n'ont pas envie, en fait. Moi, je crois vraiment à la force de la colère. Je crois qu'on a toutes les raisons aujourd'hui d'être en colère et pas déprimé. Et je crois que la plus grande révolution en ce moment, en 2019, c'est de transformer notre désespérance en colère. La colère est contagieuse, la colère est passionnée, la colère, elle est communicative. Légitime. Là, je parle de colère légitime. La colère est légitime. La haine peut ne pas être légitime, elle peut être construite, la haine. Mais la colère, le thumos grec, c'est-à-dire la partie irascible de l'âme, j'ai l'impression que on critique d'ailleurs le système, et les intellectuels du système critiquent beaucoup le côté émotionnel. Ils disent « Ah, c'est l'émotion, il faut être dans la raison ». Non, il faut être dans l'émotion. La zone affective, c'est une zone émotionnelle. Et je crois vraiment que cette colère-là, peut-être que ceux qui sont installés et pris dans des compromis avec le système ne bougeront pas, mais leurs enfants bougeront. Question, avez-vous vu la vidéo de remise de diplôme d'un jeune ingénieur de l'école centrale de Nantes et la critique qu'il a faite de son école ? Ça me dit quelque chose, j'ai dû voir passer, et en tout cas j'imagine un peu ce que ça peut être. On va demander à la communauté qui nous donne notre détail en attendant. Ouais. Je vous pose une autre question d'Internet. Combien de temps pour une transition ? Comment un mouvement insurrectionnel peut-il renverser le système en place autrement que par un coup d'État appuyé par l'armée ? Par l'expérimentation philosophique. Et philosophique au sens... Alors, il faut faire juste un petit topo sur la philosophie. On nous montre une philosophie bourgeoise. Ça fait depuis maintenant 10 ans
qu'on est dans une sorte de philosophiquement correct qui est l'antithèse même de la philosophie. Et pour moi, c'est la ruse suprême du système de mettre des soi-disant philosophes médiatiques. Comme qui? Vous les connaissez, les noms? On aime bien les noms ici. Hein. Quasiment tous les philosophes universitaires, quasiment. Et les animateurs de philosophie. Voilà. Ceux qui ne sont même pas sur le terrain de la transmission, mais voilà. Et ça, c'est le système. C'est-à-dire, à travers eux, ce n'est pas eux qui parlent. Eux, ils s'agitent dans leur ego un peu boursouflé. Mais ce n'est pas ça. C'est-à-dire que le système nous montre que la philosophie n'est qu'un jeu de salon mondain pour enculer des mouches, excusez-moi l'expression. Et cette masturbation intellectuelle érigée comme une sorte de glorifiée, récompensée, là, hélas, il y a plein de journalistes qui tombent dans le panneau, ça c'est vraiment déplorable, mais c'est l'antithèse de la philosophie. La philosophie, c'est de la création déjà, c'est-à-dire que philosopher, c'est créer, expérimenter, et donner aux autres la possibilité de changer de paire de lunettes. C'est-à-dire construire une paire de lunettes qui fait voir la réalité différemment, avec des connexions imprévues, des rapprochements qu'on n'aurait pas pensés. Et du coup, si j'ai une paire de lunettes différentes, j'agis différemment. Donc le but n'est même pas la création conceptuelle. Deleuze disait « philosopher, c'est créer des concepts », en critiquant les publicitaires qui créent des concepts pour vendre des pâtes. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus puissant. C'est créer de la liberté nouvelle, la philosophie. Créer une paire de lunettes et donc créer des possibilités d'action nouvelles. Et donc quand je dis c'est la philosophie, c'est pas du tout de la masturbation intellectuelle. Et c'est pas du tout bourgeois. C'est des possibilités de désobéissance intellectuelle par rapport à un système que tout d'un coup, je n'identifie pas à ma propre vie ou à moi-même. Et c'est là ce que j'appelle le clash. C'est un concept que j'ai créé, le clash désobéissant. On parle de clash dans la télé-réalité, mais le clash tel que je l'entends, c'est la fameuse claque. Le clash, c'est deux cymbales qui se cognent l'une contre l'autre, et les deux résonnent. C'est pas je te clash, toi tu résonnes, moi je suis là tranquille et je t'ai clashé. C'est je te clash et je me remets en question moi-même à travers la remise en question que je fais de toi. C'est l'essence même de la philosophie. Et le philosophiquement correct, c'est-à-dire citer les 20 noms de la philosophie dont tout le monde se fiche complètement, Philosophie Magazine, si vous voulez des noms, vous ouvrez Philosophie Magazine et vous avez la philosophie bourgeoise, pour embourgeoiser même ceux qui ne sont pas bourgeois, et avec toujours des Aristote, des Platon, des machins, dont tout le monde se fiche aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est plus du... Et même quand ils se font forts de penser le monde actuel, finalement, ça devient fade. C'est une sorte le philosophiquement correct, c'est comment je prends des questions du monde actuel et je les fais entrer dans l'empire des fades. Je neutralise la philosophie, j'en fais quelque chose de complètement futile et c'est vraiment l'ennemi. Donc, pour moi, la philosophie, elle est dans la rue où elle n'est pas. Et c'est pour ça que je pense que ce qui se passe avec les Gilets jaunes est une explosion philosophique de masse de type mai 68 à ce niveau-là, où ils vont refaire la civilisation, ils vont refaire une sorte de panorama de toutes nos aliénations. Ils auront des solutions peut-être après, mais je pense que le premier acte, c'est qu'on devienne tous philosophes. Et mon combat, il est là, c'est de montrer que la philosophie, c'est l'affaire de tout le monde. Je critique le monde, je me critique moi-même, et j'essaie d'aller vers une voie de justice et de vérité. C'est douloureux de philosopher. Est-ce que vous pensez que une maman seule avec ses enfants qui déjà emploie des trésors d'ingéniosité pour pouvoir mettre quelque chose dans une assiette, est-ce qu'elle a le temps, l'envie et les capacités d'encaisser ce choc, de prendre conscience? Elle prend conscience de sa réalité tous les jours. Mais si elle commence à philosopher, est-ce qu'elle l'a déjà fait? Elle va peut-être abandonner. Ma question est un peu nébuleuse, mais... Je vois à peu près. Je pense que la maman seule qui élève ses gosses, elle ne peut être que philosophe. Je pense que le problème, c'est l'homme de 50 ans qui a un certain pouvoir, même précaire, et qui est dans un système de déploration, c'est-à-dire tout ce qui ne va pas dans sa vie, c'est de la faute de la femme. C'est de la faute de quelque chose de flou. C'est-à-dire qui compose avec son mal-être pour justifier qu'il n'a aucune responsabilité vis-à-vis de lui-même. C'est l'homme de plus de 50 ans, finalement, le danger. Et moi, j'ai 45 ans et je vais commencer à entrer dans la zone dangereuse. C'est pas la femme. Une petite prostate? Ouais, voilà. C'est-à-dire que c'est pour ça que je me sens vraiment écoféministe. L'écoféminisme, il est caricaturé en France, mais il est très sérieux aux États-Unis. Afrique.
et en Afrique, et bien sûr, c'est une voie philosophique d'avenir, qui n'est évidemment pas enseignée tellement à l'université. Mais l'écoféminisme, c'est ça, c'est de se dire, le grand problème de ce système, c'est que c'est un patriarcat, et que le militaire est une conséquence idéologique, hein, le complexe militaro-industriel, d'un patriarcat qui vise la performance et la mainmise sur les ressources. Et donc, le problème de l'homme de 50 ans, lui, il m'intéresse, parce que c'est lui qu'il faut faire désobéir. La femme, elle désobéit. Être une femme, j'ai l'impression, dans le système culturel, je parle évidemment pas de biologie, mais dans le système culturel de la fabrique à faire des hommes et des femmes, qui est quand même super actif aujourd'hui encore, très peu saboté finalement, je crois que c'est l'homme de 50 ans qui ne veut pas remettre en question sa responsabilité par rapport au désastre actuel. Si je vous dis, le monde ira mieux quand les femmes choisiront les meilleurs d'entre nous, ça vous fait penser à quoi? Une sorte, ouais, je vois à peu près la référence, mais une sorte de, ouais, ça me fait penser, je ne sais pas si c'est en philosophie, c'est Luce Irigaray qui dit ça. Il y a aussi André Michel, une femme, André Michel, qui met le lien entre patriarcat et complexe militaro-industriel. Très très beau livre, absolument pas connu, mais et puis après on a tout un courant américain là-dessus. Je ne crois pas à cette idée d'aristocratie, d'élitisme par le choix. Je Ouais, te, je te- oui. je te coupe. Non, on voit souvent les plus belles femmes choisir les plus cupides des hommes, là où il y a le plus de blé, où il y a le moins d'éthique, où il y a l'avenir de leur gamète assuré, de leur patrimoine génétique assuré, c'est-à-dire qu'elles choisissent le foyer qui va pouvoir permettre à la progéniture d'évoluer le plus loin possible dans un système donné. Est-ce que les femmes aussi peuvent avoir ce rôle de responsabiliser les hommes de 50 ans Mhm. névrotiques, névrosés et mégalomanes? Alors, il y a beaucoup de sous-entendus dans ta question que je dois déconstruire. On a le temps, bienvenue. Déjà, une femme belle, qu'est-ce que c'est? Une femme belle, qu'est-ce que c'est? C'était à dessein Oui, stéréotypé. je sais, hein. tu fais l'avocat du diable, mais voilà, une femme belle, c'est une femme résistante, c'est tout. Une femme qui suit le modèle à la Bohète d'une plastique conforme aux critères de beauté, elle ne peut pas être belle. Une femme qui suit le système, une femme qui obéit au système n'est pas belle, en tout cas à mes yeux, chacun y va de son goût, mais à mes yeux. Nous, ici, on est tous sapiosexuels. hein. Voilà, exactement. Donc voilà, je pense que dans ce que tu décris, ce sont les hommes qui choisissent des femmes subalternes. C'est-à-dire des femmes soit qui n'ont pas le pouvoir et qui vont pouvoir être contrôlables. Et ce système adore ça. C'est-à-dire que c'est pour ça que d'ailleurs il y a autant d'inégalités de statut social et d'âge dans ce système-là, parce que une des grandes jouissances de l'homme aliéné, on va l'appeler comme ça, c'est justement d'avoir un lien avec une femme qu'il peut contrôler. Parce que, encore une fois, je pense que les femmes sont éminemment plus critiques, puisque plus victimes de ce système-là. Plus victimes d'un système totalitaire, qui totalise la vie des individus et qui leur dit comment vivre et où aller. Voilà, donc je pense que la résistance, elle viendra, je pense, de la jeunesse. Moi, je crois plus qu'en termes femmes et hommes, je crois vraiment que c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Je crois que la jeunesse arrête aujourd'hui de jouer le jeu, de plus en plus, et que de plus en plus, et c'est normal que ce soit la jeunesse, parce que je parlais de zones affectives, c'est dans la jeunesse qu'on expérimente les zones affectives. Et la jeunesse, j'ai l'impression, de plus en plus, va comprendre que le sens de la vie n'est pas dans le roi argent, n'est pas dans le roi prestige célébrité, et qu'il va bien falloir qu'elle se raccroche pour pouvoir se projeter. Et j'ai l'impression que de plus en plus, elle est sensible à l'ambition. Mais en ayant compris que dans l'ambition, ce mot n'est pas tabou, c'est pas forcément l'ambition démonstrative, je suis le roi du monde, je suis le meilleur, mais c'est l'ambition expressive, c'est-à-dire j'ai un potentiel à exprimer et j'ai besoin des autres pour créer une possibilité d'expression. Dans mon livre sur l'ambition ou l'épopée de soi, j'analyse et je découvre, parce que l'histoire de la philosophie a très peu cerné cette notion d'ambition de façon théorique. À ma connaissance, mon livre est le premier essai pour cerner cette notion d'ambition. Eh bien, même si Nietzsche ne parle que de ça sans la nommer, eh bien, j'analyse que parmi les ambitieux, 20% des ambitieux environ, c'est des ambitieux expressifs. C'est-à-dire qu'ils ont une volonté d'exprimer un sentiment profond
et une certitude profonde d'aller vers la justice. C'est l'ambition noble, on doit y mettre des adjectifs en français. Et je pense que les jeunes ont envie de cette ambition-là. Pas forcément d'être ambitieux, expressif, mais de pouvoir participer au tourbillon de l'ambition expressive de certains. Comment t'expliques le phénomène de plus en plus populaire au Japon de gamins qui restent cloîtrés pendant 10 ans dans leur chambre Otaku, ouais, les otaku. C'est cette idée que la réalité est un danger. La réalité, en fait, on nous apprend, on nous éduque aujourd'hui, en 2019, c'était pas le cas il y a 10 ans, hein, depuis une dizaine d'années, on va dire. On veut nous éduquer à l'idée que le virtuel est une zone de jouissance supérieure au réel. J'appelle ça le deep curse, le profond envoûtement, la profonde malédiction. J'aime bien cette idée alors, tiens vraiment au mot anglais parce que le deep nous renvoie à l'intelligence artificielle, nous renvoie à tout ce qui pourrait être un fantasme d'une machine supérieure à l'homme, deep learning, deep blue, etc. Et le deep curse, c'est vraiment l'idée que notre jouissance et notre principe actif de liberté se situera dans un mixte entre le virtuel et le réel que j'appelle le transréel. Et nous sommes aujourd'hui dans un régime de transréalité. Ce que l'on vit actuellement là, c'est de la transréalité. C'est-à-dire que nous sommes réellement, toi et moi, en face, mais nous avons des communautés qui utilisent les canaux virtuels et qui sont hyper importantes et hyper présentes. On appelle ça l'ubiquité chez nous. Voilà, l'ubiquité, si tu veux. Moi, j'appelle ça la transréalité. C'est une réalité virtuelle. Et donc, le but du jeu est de pouvoir finalement habituer les hamsters à rester dans une cage de plus en plus virtuelle et donc de plus en plus confortable. Et je pense que le Japon expérimente ça avant tout le monde. C'est-à-dire que désespère du réel, il n'est pas suffisant, il est dangereux. Tu risques d'être jugé, critiqué, etc. Habite le monde virtuel, habite en transréalité, déconnecte-toi. On est dans l'univers de Matrix appliqué au monde d'aujourd'hui. Question, comment rétablir un dialogue avec ces hommes de plus de 50 ans? Pourrons-nous évoluer sans leur aide? Je pense qu'ils sont irrécupérables. Voilà. Je pense que j'en ai fréquenté. Je pense que ceux qui sont vraiment des fers de lance de ce système-là, ils peuvent changer d'ambition, on va dire, avec des grandes crises existentielles, des maladies, des prises tout d'un coup, des claques de la vie qui font qu'on se rend compte. Mais je crois vraiment que notre plus grand allié, c'est que on meurt tous, quoi, tout simplement, et que les générations se succèdent. Et je crois qu'il faut vraiment travailler la génération qui arrive. Moi, si j'ai de l'énergie à dépenser, c'est vraiment pour les jeunes, c'est-à-dire le futur de l'humanité. Faut bien comprendre, hein, quand je parle vraiment d'un type d'homme, plus que d'individus personnels, qui assiste le système sans interroger la possibilité, encore une fois, d'une dissidence ne serait-ce qu'intellectuelle. La génération des 30 glorieuses? Oui, c'était intéressant, mais on a vu que la remise en cause n'est pas suffisante. Moi, j'ai fait des manifestations, j'étais dans tous les trucs d'altermondialisation dans les années 2000. Mes premiers livres ne parlaient que de ça. J'appelle ça la néo-résistance. Et je crois vraiment qu'il faut une néo-résistance, une résistance par rapport à ce système, justement. Et une parce que toujours à réinventer, toujours créative, résistance philosophique, culturelle aussi, d'expérimentation humaine. Mais à un moment, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est utile d'aller dans les sommets anti-G8, etc. Est-ce qu'avoir une pancarte sur un trottoir gêne le système? C'est à un moment la question qu'il faut se poser. Et je ne crois pas. La réponse, non, ça ne gêne pas. Le système l'absorbe, le système a fait avec ça. Regardez le grand débat national que nous propose notre président. On sait que c'est truqué tout ça, mais quelque part, la parole ouverte conforte le système. Ce sont les idées nouvelles qui font peur au système, pas la parole ouverte pour dire des banalités. Ce qui fait vraiment peur au système, c'est la description des problèmes et la compréhension pour ceux qui ont des problèmes de voir qu'ils sont corrélés, qu'ils sont liés. Et la simple description
des problèmes et des injustices du quotidien est éminemment plus puissante que tous les arrière-mondes qu'on pourrait inventer. C'est un de mes mentors intellectuels, Henri Lefebvre, un philosophe évidemment pas connu en France, mais connu dans le monde entier, traduit en 40 langues. Henri Lefebvre, qui a créé le département de sociologie à Nanterre, et c'est de là qu'est venu mai 68. Dans mon livre Vivre au printemps, je montre que c'est lui mai 68, le français. Mai 68, c'est partout dans le monde, mais la qualité française, c'est une qualité philosophique de ce mai. Lui, il disait à ses étudiants, dont les Cohn-Bendit et compagnie de l'époque, les enragés, il disait « Ne vous perdez pas comme les Freud, les Nietzsche, dans les arrière-mondes, dans les choses trop profondes, trop compliquées. Restez à la surface. Que votre critique sociale touche le quotidien, la surface des choses. » Il s'adresse aux gilets jaunes. Contente-toi de critiquer ce qu'il se passe à la surface, sans tomber dans de la métaphysique, sans tomber dans des abîmes super séduisantes quand on est intellectuel, mais de la masturbation intellectuelle. Contente-toi de dire les injustices du réel à la surface, et tu seras beaucoup plus pertinent et beaucoup plus fort. Et là, le système ne va pas tolérer ça. La surface, c'est pas l'écume des choses? Non, la surface, c'est l'essence des choses. Dans un monde de plus en plus flou, dans un monde... je dirais translucide, on a l'impression d'accéder aux choses en transparence, mais c'est translucide, on ne voit pas les contours. La transparence, on voit les contours d'un individu, on voit les contours d'un système. Là, on ne voit pas les contours. Il y a l'illusion de la transparence et en fait, c'est flou. Mais ce n'est pas un flou de crise momentanée. Nous allons être dans l'ère d'une société translucide. Et nous allons devoir manœuvrer dans le flou. Et dans ce monde-là, la surface, quand tout est flou, elle vaut de l'or, c'est-à-dire rester à quelque chose qui n'est pas flou dans un monde qui se floute de plus en plus. Et donc, on n'a pas affaire à l'écume des choses, on a affaire à la chose tangible et encore réelle dans un monde qui se déréalise. Et c'est ce qui fait peur. Les gilets jaunes sont fluo. Et fluo donne flou. Il suffit, vous jouez au Scrabble, et le fluo et le flou ont la même énergie sémantique. Ils sont à la fois des invisibles qui accèdent à la survisibilité. D'accord ? Je suis invisible, je mets du fluo, et du coup, tu ne peux pas ne pas me voir et m'entendre. Et à la fois, c'est flou, leurs revendications sont floues, on est dans un flou artistique permanent, un flou politique permanent. Et leur grand combat, c'est de sortir du flou. S'ils veulent vraiment en sortir, ils se présentent aux européennes et ils ont un programme, mais ce serait un échec. Pourquoi ? Parce que là, ils sortiraient du flou. On ne peut plus sortir du flou dans la cybermodernité. Le flou, c'est quelque chose, c'est notre milieu avec lequel il va falloir manœuvrer. La surface des gilets jaunes, c'est quoi ? La surface des gilets jaunes, c'est la vie simple. C'est la vie simple. Et elle est tellement difficile, la vie simple, aujourd'hui. La vie simple, leur revendication qui touche tous les citoyens, c'est c'est une expression gilet jaune, on veut du pouvoir vivre. C'est pas du pouvoir d'achat, c'est du pouvoir vivre. Et rien que dans cette expression de pouvoir vivre, on a une critique du PIB comme indice d'une prospérité d'État, où elle évaluait dans le PIB la croissance de la vie, la croissance des oiseaux migrateurs, la croissance du bien-être. Le simple pouvoir vivre. Et ce pouvoir vivre-là, c'est ce qui justement c'est normalement le déchet du système. Et on a une révolution du déchet, de ce que le système ne veut pas voir, ne veut pas prendre en compte. Question d'Internet. Selon vous, faut-il qu'on participe tous au grand débat national, ou du coup, est-ce qu'il faut qu'on le sabote ? Saboter. Je crois vraiment que ce mot de sabotage est fondamental. Il faut saboter l'infrastructure, peut-être. Je ne sais pas comment, mais il y a des moyens. Et il faut surtout saboter la superstructure, saboter les chaînes mentales qu'on a tous dans notre tête, les ghettos mentaux qui nous enferment dans des cases et des fonctions. Ne plus voir l'autre comme une fonction, un statut social. Comment on fait pour sortir d'une hypnose ? On sort de l'hypnose avec la colère, avec la jouissance de se dire qu'on se bat pour plus grand que nous. On sort de l'hypnose avec cette idée qu'on n'est pas seul et que chaque pas qu'on va faire va faciliter les pas des autres. On sort de l'hypnose en se mélangeant profondément à l'autre. Qu'est-ce que c'est le mélange ? Le mélange, alors on critique cette notion que j'essaie d'amener sur la place philosophique avec mon livre « Mélangeons-nous, enquête sur l'alchimie humaine ». Le mélange, c'est la complicité au sens très propre du terme. L'autre entre en moi et ne me quittera plus jamais. Il se télécharge en moi.
Et quand il mourra, il continuera en moi. Le programme de l'autre continue en moi. Et je me télécharge en l'autre. Et quand je mourrai, je continuerai en l'autre. C'est ça le mélange. Bienvenue sur Thinkerview. Voilà, exactement. Et c'est le sens de la vie. Pour moi, c'est ça. Le but de la vie, j'ai fait partie d'un cycle de conférences citoyennes avec Martin Hirsch sur le grand âge. On interrogeait les vieux, les très vieux, 95 ans. Et le sens de la vie, j'en suis persuadé, en ayant fréquenté pas mal et discuté avec des personnes très âgées, une vie réussie, c'est une vie où quelqu'un dit « je me suis mélangé avec des gens formidables ». C'est tout, point final. Et comprendre ça, c'est comprendre que si le sens de la vie, c'est ça, et si on est dans une société qui dissocie les gens, dans une dissociation, ou alors, le pire, c'est une fusion, c'est-à-dire une société totalitaire et fascisante, on fusionne au nom d'un critère commun, parce que la solution, quand on souffre de la dissociation sociale, c'est la promesse d'une fusion sociale. Le mélange, c'est une alternance entre des moments de dissociation, je te dis au revoir, à bientôt, et des moments de fusion, on partage de la vie, on partage de l'humanité. Et le mélange humain, c'est l'arme de néo-résistance la plus puissante au monde. Aujourd'hui, le système produit des individus, notamment des hommes, qui ne sont plus capables de se mélanger. Ils ont un blindage. J'aime bien le mot blindage parce qu'en anglais, blind, c'est aveugle. Ils sont blindés émotionnellement, carapacés. Krishnamurti, moi je suis né dans Krishnamurti, mon père, c'est son dieu, hein, et je suis né dans la bibliothèque paternelle avec du Krishnamurti, les vidéos, on regardait ça tout le temps. Mais, bon bouquin, On Education. Mais oui, bien sûr, je sais que tu le cites, et ouais, tout à fait. Mais Krishnamurti, c'était ça, c'est-à-dire sortez du blindage. Prenez conscience de votre propre blindage pour en sortir. Et donc, quelque part, le sabotage auquel j'aspire, c'est un sabotage qui fait comprendre aux individus blindés que leur blindage, c'est une vie de merde. Et qu'au bout du compte, ils passent à côté de l'essentiel de la vie et ils ne pourront pas se regarder dans le miroir en étant dignes à la fin de leur séjour. Et donc, sortir du blindage, ça peut passer par plein de choses, par de l'humour, par de l'irrévérence, par de l'innovation, par du questionnement profond, par de la solitude, la bonne solitude, la méditation au sens noble du terme, mais pas cette méditation lyophilisée qu'on nous vend pour nous déconnecter. Ça passe par un sentiment de justice. Je crois beaucoup à ce que les Égyptiens pharaoniques appelaient le Ma'at. Ma'at, c'est à la fois vérité et justice fusionnées. C'est vraiment la quête de la philosophie. On doit vouloir la vérité et la justice dans un monde de plus en plus flou et de plus en plus injuste, finalement. Est-ce que tu votes ? Oui, je vote, bien sûr, je vote, sans y croire, véritablement, mollement. Je suis contre ce système de vote. Je pense qu'il faut qu'on puisse voter pour plusieurs candidats, plus que deux, en même temps. Je pense qu'il faut donner la chance aux petits candidats. Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait... voilà, j'aime beaucoup, même politiquement, ce qui se constitue. J'étais à Prague il n'y a pas longtemps sur le Parti Pirate. Je suis intéressé par ces expérimentations politiques. Donc voilà, et puis après, je fais comme beaucoup, je vote contre en général, ou le moins pire, mais ce n'est pas satisfaisant, évidemment. Birgitta Jonsdottir, ça te parle ? Comment ? Birgitta Jonsdottir. Oui, bah oui. Parti pirate islandais. Oui, bien sûr. Pour ou contre la légalisation du cannabis ? Et est-ce que tu as déjà fumé des joints ? J'ai jamais fumé de joint, parce que je ne sais pas avaler la fumée. Je sais crapoter, donc j'ai beaucoup crapoté des joints. Space cake, non ? Oui, oui, bien sûr. Et par contre, j'ai essayé des choses. Comme tout bon philosophe. Oui, c'est vital. On peut pas. Et c'est intéressant. Maintenant, il y a tellement de merde que j'ose plus rien prendre. Mais l'ayahuasca ? Non, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont raconté ça. Ça me tente pas. Je suis un peu, moi, tu me mets à Disneyland dans les manèges, j'aime pas ça, hein, donc les trucs trop forts. Mais donc j'ai lu surtout la littérature de Michaud à Huxley, en passant par Timothy Leary et autres. Donc ça m'intéresse. À expérimenter, j'ai l'impression que bon, enfin, évidemment qu'il faut dépénaliser le cannabis, mais évidemment que le système a intérêt. Le cannabis est une fabrique à ennemis de l'intérieur. Le système a besoin d'ennemis de l'intérieur. Hein, les marchés parallèles, tout ça, ça crée des ennemis. Donc évidemment qu'on est loin en France. Hein, je parle vraiment du système français pour le coup, d'une dépénalisation et d'une... Oui, bien sûr, on est loin. Et... Tu sais ce que disait Bob Marley sur la consommation de cannabis, pourquoi les politiques ne veulent pas ? Oui. Parce que ça les rend rebelles. Rebelles et réticents par rapport à Babylone, oui, bien sûr. Question d'Internet, la méthode Condorcet pour le vote, point d'interrogation. Est-ce que Ma Voix, point d'interrogation, ça te parle ? Oui.
Il y a plein de... Je suis tout ça, j'ai beaucoup d'interlocuteurs là-dedans. Moi, je suis pour effectivement qu'on expérimente et surtout qu'on applique ça dans les communautés affectives qui se créent, effectives éventuellement, mais surtout affectives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que des propositions nouvelles en termes politiques et démocratiques doivent s'expérimenter dans l'intelligence connective. Et je suis très, très, très vigilant à tout ce qui se passe dans l'idée de communauté, en termes de décision, en termes d'innovation, en termes de propositions. Est-ce qu'on écoute tout le monde? Voilà, comment émerge cette forme de gouvernance du flou? C'est ça qu'on doit essayer de mettre en place, une gouvernance du flou. C'est encore possible. C'est tout à fait possible. Je suis hyper optimiste parce que... Trop? Non, je crois pas. Enfin, après, oui, on est toujours trop, parce que mais il faut être lucide, il faut un optimisme lucide. Mais non, je crois qu'aujourd'hui, on doit créer, et là, il y a un rôle excitant en philosophie, on doit créer des outils, parce que ça demande vraiment Créer des outils, c'est comme créer un programme dans le piratage. C'est extrêmement compliqué, il faut une technicité. Et créer des outils qui permettent d'être précis dans le flou. On dirait presque une phrase chinoise de l'Antiquité. Être précis dans le flou. Ce que j'appelle, c'est un peu technique, la diacribie. Bon. Akribéia en grec, c'est l'exactitude, la méthode minutieuse. Et l'acribologos, c'est celui qui parlait avec précision. Et vous êtes sensible à ça puisqu'on peut checker en direct. Donc vous êtes des acribologues. Moi, je mets le dia devant, dia qui veut dire transparent, qui veut dire traverser, en traversant. Le flou, la translucidité, et puis maintenant on redescend vers l'envoûtement. Et être dans la diacribie, c'est être dans l'idée que c'est flou. Je l'identifie comme flou, parce qu'il y en a plein qui, de façon péremptoire et dogmatique, disent « ce n'est pas flou, je vais vous expliquer ». Non, bullshit, c'est vraiment flou. Mais dans ce flou-là, il faut manœuvrer. Nous sommes dans l'inconcevable, mais avec des repères éblouissants, disait René Char. Dans l'inconcevable, l'inconcevable va durer. Dans l'insondable. Mais il va falloir qu'on se repère. Et donc la philosophie à laquelle j'aspire, c'est une compréhension de comment j'amène de la précision dans un terrain flou. Et c'est ce que j'essaie de mettre en place, j'appelle ça le code Matt-Kaliné, c'est très technique. C'est une sorte de croisement entre la philosophie analytique anglo-saxonne, où vraiment j'ai beaucoup de philosophes qui m'inspirent. Moi je viens du code, j'ai grandi en codant, je code encore. Quel type de code? Quel type de langage? Moi j'avais un Atari, donc j'ai commencé avec un 800 XL. Donc un 520 STE, t'as pas testé? Si, l'Omicron, basique Omicron assembleur. Et j'ai programmé, je programme encore maintenant, c'est moi qui fais les algorithmes pour les applications que je développe. Alors je ne les fais pas parce que je ne connais pas le React et Ionic et tout ça, mais je sais parler à des développeurs. Et donc j'ai créé une sorte de code philosophique qui permet de formaliser le réel sous forme d'équations, de façon à ce qu'on comprenne de quoi on parle. Et ça s'applique à tout. Ça s'applique à l'histoire de la philosophie, si tu veux comprendre la colère selon Sénèque et Spinoza ou Aristote, 3 philosophes de la colère, Sénèque, Spinoza, Aristote. Tu codes comment tu perçois la colère chez eux, et on peut voir les points communs et les différences. C'est un code vraiment comme une formule mathématique, si tu veux. Mais ça peut s'appliquer à l'introspection sur soi-même. Je code mon mal-être pour comprendre comment je peux après faire évoluer la formule, et je peux aussi m'entendre en codant des profils, ça peut aider le profiling. On a plusieurs applications là-dessus. Et ça, j'y crois beaucoup. Je crois, alors moi c'est une tentative, il y en aura d'autres, d'arriver à se mettre d'accord sur des processus qui mettent de la précision dans un univers flou, mouvant et translucide. L'intelligence artificielle telle qu'on nous la présente, un petit avis dessus? Oui, puisque je la développe aussi, donc je pense être un précurseur en philosophie à développer personnellement avec une équipe, avec Zhang Ha qui est ma collaboratrice, qui dirige une société que j'ai dû créer pour développer ces applications. On en a développé 3, qui sont des aventures, tu sais bien, intellectuelles incroyables. On a développé ce jeu de cartes philosophique, le jeu du Phénix, que je développe, qui utilise le code d'ailleurs. On a développé Deep Pro, qui est une façon de scanner, alors ça peut être facilement récupérable, mais on garantit que les données ne sont pas vendues, qui scanne les valeurs de quelqu'un. C'est une sorte de scan Deep Pro sur les valeurs profondes de quelqu'un, pour, dans le connais-toi toi-même de la philosophie, d'utiliser un smartphone pour non pas tomber dans la roue du hamster, mais essayer de comprendre ce que l'on est soi-même. Et le dernier en date, c'est de l'intelligence artificielle, c'est PhiloHack. Hack de hacking. Et dans PhiloHack, on a mis 2500 ans de philosophie dans la machine. Voilà, on a pillé tout le monde, je le dis, on a scrappé tout ce qui était scrapable. Et ensuite, on a fait un algorithme que j'ai conçu avec une équipe, qui consiste à avoir des leçons de philosophie construites en fonction des interactions que tu as avec la machine.
Donc le but du jeu de tout ça, c'est d'avoir le maximum d'interactions avec le maximum d'utilisateurs, pour l'instant c'est encore un peu bancal, de façon à créer une intelligence artificielle philosophique. C'est un projet que j'appelle IMLAC, Intelligent Material Language About Concepts. Et ce projet IMLAC, c'est toute une aventure, voilà, et vise à créer un Socrate virtuel. Pourquoi ? Parce que pour comprendre en quoi la philosophie peut nous apporter des choses nouvelles, il faut comprendre le maximum qu'une machine puisse faire en termes de philosophie. Et ce qu'on devra faire, c'est ce que la machine ne peut pas faire. Moi, je crois vraiment à ça. Je crois vraiment que ce que l'être humain peut faire avec son cerveau, c'est ce que la machine ne pourra pas faire. Donc, mon but est de viser à créer une sorte de Socrate virtuel, de façon à voir que la philosophie devra se dissocier de ce qu'il peut faire. Je suis sûr que des animateurs de philosophie aujourd'hui et des professeurs de philosophie peuvent facilement être, je dirais, algorithmisés et mis en machine, puisqu'ils répètent de l'histoire de la philo et que c'est assez... Le philosophiquement correct, je te fais l'équation sur la table. Donc, qu'est-ce que c'est la philosophie si ce n'est pas le philosophiquement correct ? Et c'est cette expérience que j'essaie de mener. En 2 mots, sur l'intelligence artificielle, moi ça me passionne, je lis tout ce qu'on peut lire, du guide du voyageur galactique en passant par toute la recherche. Je pense qu'on la surestime aujourd'hui, telle qu'on en parle en France. Je pense qu'elle va au début être une sorte de super secrétariat hyper développé, et donc ça ne m'intéresse pas spécialement. Et je pense qu'elle est trop indexée au système, c'est-à-dire à la quête de profit, pour pouvoir formuler des vœux comme IMLAC, c'est-à-dire, tiens, on va faire un Socrate virtuel. Mais à quoi ça sert ? Comment tu le finances ? Avec mes deniers et avec ceux qui veulent participer au projet. On a reçu Laurent Alexandre ici. Est-ce que tu as vu l'interview ? Oui, tout à fait, oui. Qu'est-ce que tu en penses ? Je l'ai croisé plusieurs fois, j'ai même fait un débat avec lui sur LCI. C'est de l'idéologie pure, c'est un monstre froid d'idéologie. Il ne sait pas trop ce qu'il veut, parce que il y a beaucoup d'intellectuels comme ça, médiatisés, où on sent qu'ils font leur marché, puis qu'ils ne sont pas cohérents. Il est à la fois transhumaniste et à la fois il est contre le transhumanisme. On sent que c'est de briques et de broc, sa pensée. J'ai lu son livre, c'est juste du grand n'importe quoi. Il est très 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 écouté par les médias. Pourquoi c'est du grand n'importe quoi ? Parce qu'il ne sait pas ce que c'est l'intelligence. Il dit texto, je l'ai vu lors d'une conférence en direct, ce sont ceux qui ont créé les ordinateurs dans les années 60, précurseurs de la Silicon Valley, etc., n'étaient pas les mecs les plus intelligents du monde, c'était des autistes Asperger, c'était les mecs les plus cons du monde. Voilà. Phrase texto de Laurent Alexandre. Ce mépris-là, déjà, moi, je ne peux pas. Il a un mépris élitiste sans borne. Donc, c'est le système qui parle à travers lui, évidemment. Et puis, j'ai l'impression qu'on a affaire à c'est un catcheur. C'est-à-dire qu'il ne croit pas au combat qu'il mène. Et toute sa prose consiste à dire le QI est en danger. Le QI n'est plus du tout... Tu l'avais dit d'ailleurs dans l'interview, tu as dit le QE ou un voilà. Bon, mais il ne connaît pas, on voit bien... Donc évidemment que ce n'est pas le QI. Le QI est une invention. J'ai consacré une conférence entière là-dessus lors de mon abécédaire philosophique au Barrio Latino. J'essaie d'amener la philosophie dans des lieux un peu sympathiques. Le QI, c'est une mesure archaïque qui vient de la phrénologie, de la taille du cerveau. C'est ridicule, le QI. On peut être le plus grand génocidaire du monde et avoir un QI surdéveloppé. C'est ce que je lui ai dit. Bon, on ne peut rien dire avec cet argument-là. Donc il en est encore à calculer en fonction du QI. Lui-même se mettant dans la classe des 180 de QI. Et quand je suis sorti du débat, pour montrer un peu le bonhomme, il m'a dit « Ah, toi, c'est bien, toi, tu as un QI surdéveloppé, alors c'est facile de critiquer le QI parce que tu as un QI surdéveloppé. » Donc, c'est vraiment les phrases d'élite s'adressant à ceux qui, normalement, devraient faire partie de l'élite, mais qui désobéissent et qui un peu sabotent la rhétorique de l'élite. Donc, j'y accorde pas beaucoup d'importance. Il est très médiatisé, donc ça dit quelque chose du monde. Ça dit que les médias, aujourd'hui, en termes d'intelligence artificielle, veulent faire peur. Et on est loin de ce que... Pousser un modèle ? Comment ? Pousser un modèle. Pousser un modèle, guerre économique, il faut mettre des budgets, c'est son argument premier. Je veux dire, il n'y a pas besoin de tellement de budget. Je veux dire, quand on connaît un peu l'histoire, de l'informatique, c'est pas forcément la recherche et les experts qui donnent les plus grandes perles dans l'informatique. Ça, c'était avant. Maintenant, il faut un pipe, il faut avoir accès à des pipes de données pour entraîner son intelligence artificielle. Ça dépend comment tu conçois le truc, si c'est stochastique. Enfin bon, on va rentrer dans du débat précis, on pourra le faire en off, mais ça dépend.
on veut faire peur, on veut diaboliser la chose, on ne comprend pas que ce n'est pas de l'intelligence artificielle, mais d'abord de l'intelligence humaine, et on ne comprend pas que l'avenir c'est solarpunk ou ce n'est pas solarpunk, c'est-à-dire que toute cette technologie, il faut la mettre au service de la sortie du système et pas de l'enfermement des hamsters dans leur cage. Moi je crois à ça. On va être un peu cyberpunk. L'interview que tu as préférée chez nous, c'était quoi? Ah, c'est une bonne question. Ah là là, ça m'oblige à tout... pour moi, il y a des pépites. Je peux pas te dire un interview de bout en bout. Une pépite, un truc Il qui y a passe plein par la de tête. pépites. Aude Lancelin, il a dit des très belles choses. J'aime beaucoup. On se suit depuis très longtemps. J'ai aimé pour la déconstruction qui se fait sur le réseau. Même des Kémy Séba, ça m'a fait... voilà, c'est quelqu'un, évidemment, pour moi, qui est totalement critiquable. Mais c'est passionnant. Enfin, c'est ça qui est fort dans votre chaîne, quand même, il faut le dire. C'est que là, il s'exprime et ça critique. Et il y a de l'intelligence connective qui se met dessus. Donc ça, on ne peut pas l'avoir quand on a affaire au filtre journalistique qui dit non, persona non grata. Donc voilà, les pépites, c'est ça. Je crois vraiment que vous avez là des vrais moments de philosophie. Pour le coup, c'est une chaîne, pour moi, philosophie. Question d'Internet. Un point de vue sur les organisations militantes écolo et leurs actions de désobéissance civile, la non-violence. Alors moi, je suis donc pour la violence. Je crois vraiment que la non-violence, telle qu'en est le système aujourd'hui, donc la violence, attention, non personnelle, pas sur les personnes, et la violence des idées, notamment la violence des idées. Moi, je les connais bien, on se parle. Je connais Xavier Renoux et d'autres, les désobéissants. Donc c'est très intéressant parce que ce qu'ils ont compris, ils ont compris deux choses. Ils ont compris qu'il ne faut pas résister, il faut faire une culture de résistance. Résister tout seul, ça ne veut rien dire. Il faut créer, et notamment pour les générations futures, parce que tout ça, c'est un combat intergénérationnel. C'est-à-dire que ça ne va pas se faire en 10 ans ou en 20 ans. Ça va se faire sur plusieurs générations. Donc il faut créer une culture de résistance, et ils sont vraiment là-dessus. Ils ont compris que c'est une culture, et ils ont compris que pour saboter le système, l'humour peut être pertinent. Toutes les voies de la rhétorique, et pas simplement le côté frontal et brutal. Ça passe par le dialogue, ça passe par la visibilité, ça passe par le clown. Il y en a qui utilisent des méthodes de clown pour ringardiser l'oppression et quelque part déjouer les forces de l'ordre, parce que quand vous en avez un avec un nez rouge, etc., ça peut... Franck Lepage. Voilà, comme plein, il y en a plein qui entrent là-dedans, et en Amérique, ça se développe, il y a carrément des sorcières dans les manifestations, il y a carrément du symbolique. Je pense qu'en France, on boude encore trop le symbolique. Je vous ai parlé du jeu du Phénix, je me suis fait fortement critiquer là-dessus, parce que c'est vrai que c'est du symbolique, on a affaire à du photolangage qui utilise des symboles, des sortes d'archétypes. Mais le symbolique, c'est comme ça que se mènent aujourd'hui les guerres cybermodernes. La mémétique. Exactement. Et donc, oui, tout à fait, exactement. Et c'est viral, et ça frappe l'inconscient. Il faut faire rêver les individus différemment. Des rêves lucides, éveillés, mais aussi des vrais rêves. Il faut habiter les esprits en leur disant qu'un autre monde est possible, et on commence tous à essayer de le rêver. Et je suis sûr que si tous, on se partage un peu cette tâche impérieuse de devoir rêver le monde de demain, chacun selon sa spécialité, son point de vue, sa sensibilité, sa vulnérabilité, je suis sûr qu'à force de rêver, le réel, qui est lui-même est déjà un rêve éveillé, ce deep curse, va pouvoir se transformer. Alors, pour revenir à l'intervention sur l'école centrale de Nantes, l'intervention sur le fait que l'école centrale ne prépare pas ses étudiants à une vision critique du monde, qu'elle n'enseigne pas à ses élèves à faire preuve d'éthique et de remise en cause des demandes des employeurs. Ça, c'est du sabotage. Là, on est vraiment dans du sabotage philosophique. Je l'ai moi-même fait, ce sabotage. C'est presque mon quotidien, parce que je fais beaucoup de conférences dans des milieux... je me rappelle d'un sabotage que j'avais fait à Audencia, école de management de Nantes, où je devais faire le discours de remise des diplômes, et j'ai été un peu comme ça, c'est-à-dire que attention, vous êtes dans le système, maintenant il va falloir en sortir. Et ça parle, et j'ai été après invité par des étudiants qui m'ont dit justement comment on fait, enfin voilà, qui étaient vraiment désireux de changer les choses. Donc le sabotage c'est excitant parce que c'est collectif, seul on ne sabote pas grand-chose, ça ouvre des voies d'avenir,
ça fait espérer des individus et on sent qu'on est du côté de la justice. Et donc pour moi, c'est un magnifique exemple de je suis dedans, mais je peux critiquer la chose. Et ça a beaucoup plus de force parce qu'il est dedans, justement. Et donc je crois que de plus en plus, on aura ce genre de dysfonctionnement d'un système qui n'est pas si bien huilé que ça, ce que Bourdieu appelait des grains de sable. Infiltrer et saboter. 3 bouquins à conseiller à notre communauté. Ah, de moi ou Non, pas de toi. D'accord, pas de moi. Non, mais c'est pour Si, savoir. si, conseille les bouquins que tu veux. Ouais. Non, mais bien sûr. 3 bouquins qui ont marqué ta vie. D'accord, ok, ça marche, là je comprends. Je crois que un petit Nietzsche pour la gourmandise, ça peut faire du bien. Je conseillerais Aurore, avec cette magnifique phrase, le travail constitue la meilleure des polices. Ça ferait réfléchir au gagner plus, travailler plus pour gagner plus, qui remonte aujourd'hui et qui sort du chapeau. Je pense qu'après Nietzsche, on pourrait aller vers un peu de l'écologie profonde. Ça pourrait être ce que font des éditions libres. Alors, ils ne sont pas connus, mais d'Eric Jensen et autres, sur la Deep Green Resistance. Et puis peut-être du Vandana Shiva ou quelque chose comme ça, entre à la fois le spirituel et puis surtout le politique concret. Vandana Shiva, j'aime bien son combat, puisque là c'est frontal, c'est-à-dire l'ennemi c'est le capitalisme mondial, et voilà ce qu'on peut faire. Et j'aime beaucoup son combat. Du Mandela, tout ça, ça peut être aussi intéressant. On parle de sabotage. Mandela nous explique très clairement que le but du jeu pour lui, c'était de réconcilier les Blancs et les Noirs une fois le combat gagné. Et donc, il ne fallait pas de la violence armée en tuant des gens, parce que la réconciliation ne pouvait pas avoir lieu. Il fallait saboter les infrastructures. C'est pour ça que je vais faire un parallèle peut-être douteux. Une révolution, si on a une révolution qui dépasse le cadre de la révolte, il ne faut pas verser le sang. Il ne faudra pas verser le sang. Non, il ne faut pas, non. Non, il ne faut pas... Le but, c'est qu'on soit tous mélangés et tous complices quand même. Et les enjeux sont tellement énormes. J'ai écrit un article qui a été assez provoquant, enfin perçu comme provoquant, surtout par l'extrême droite, mais par tout le monde. Je ne sais plus où c'était, je reprenais le Yallah de Sœur Emmanuel, quand on lui dit quel est votre mot préféré, Sœur Emmanuel dit Yallah, c'est-à-dire en avant. Voilà, elle a travaillé au Caire, en Tunisie, et donc c'est très fort. Et je montre que le grand défi des réfugiés aujourd'hui, des migrants, plus généralement, 250 millions de réfugiés climatiques en 2050, au minimum. Et donc, si on ne change pas notre culture d'accueil, et si on reste dans des bisbilles et de la rhétorique d'extrême droite ou sécuritaire, etc., on fait quoi? Et donc, dans cet article, je propose qu'on soit, en l'an 2065, chiffre totalement aléatoire, grâce aux migrants et à leurs descendants, qu'on arriverait à accueillir, qu'on soit 100 millions ou 200 millions. J'ai dit n'importe quel chiffre. Ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, ça a provoqué, mais la question maintenant qu'on se pose, c'est tu veux combien comme quota? Parce qu'il faudra en prendre. Donc comment on s'arrange? Je pense que ça peut être ces défis-là, ça peut être des magnifiques défis pour reconstituer de la politique plus juste. C'est-à-dire qu'on doit se transformer, on doit sortir des énergies fossiles, mais ça ne se fera pas comme ça. Ça se fera en ayant à cœur d'explorer tous ensemble les possibilités philosophiques de systèmes alternatifs et de les expérimenter. Donc là, du coup, la barre est super haute et évidemment, c'est assez exaltant, peut-être pas pour les plus âgés complètement enquistés dans le système, mais pour ceux qui gardent l'âme ouverte. Est-ce que tu les comprends Est-ce que tu comprends les craintes, les angoisses des gens que tu décris comme l'extrême droite, les nationalistes Je les comprends. C'est flippant. En plus, je regarde bien sûr leur timeline et autres. Ils se font peur en fait mutuellement. Tu vois que c'est effrayant et c'est toujours soi-disant indexé sur le réel, mais évidemment qu'ils extrapolent et donc ils se font peur. Ils passent leur temps, le grand remplacement, tout ça. Bon, donc ils se font peur là-dessus, ça tourne en boucle, mais ça se sabote assez rapidement. On a besoin d'être humaniste. La France pourrait tellement faire rêver le monde. On pourrait être des leaders dans l'humanisme. C'est une occasion rêvée en France. On a la culture philosophique pour ça, même si maintenant elle est dévoyée par le philosophiquement correct, mais on a les penseurs pour ça, on a des individus pour ça. La France pourrait avoir un rôle géopolitique en termes d'aura sur ce que peut être le monde de demain extraordinaire. Et je pense que si on met cette barre haute, je pense que toute cette écume d'extrême droite, finalement, va se dissoudre.
Et je ne crois pas que ça va, contrairement aux autres pays européens, que ça va monter en puissance forcément dans les 40 prochaines années. Tu Oui, je t'avances sais. peut-être un petit peu là, mon grand. On verra. On arrive à la fin de notre interview. La question qui revient à chaque fois, c'est pas une question, c'est laisser un conseil pour les jeunes générations, une bouteille à la mer. Mais c'est eux d'ailleurs notre bouteille à la mer, hein. Pour les jeunes générations, faites en sorte d'œuvrer pour l'an 3000. C'est un conseil de Julien Banda, philosophe que j'aime beaucoup. Et même de Danielokis, enfin c'est là que je vais citer Danielokis, un poète, philosophe, qui dit, je crois que c'est L'Être, un jeune poète, mais c'est pas Rilke, c'est lui, il a fait un truc comme ça. Enfin, pense le monde de l'an 3000 et œuvre pour pouvoir travailler au-delà de tes satisfactions personnelles. Le plus grand danger aujourd'hui, c'est de vouloir te satisfaire. Mais ce n'est pas la satisfaction qui te fera donner le sentiment de vivre, c'est l'insatisfaction. Pas déploratoire, l'insatisfaction jouissive. C'est le mot de Rumi, ça serait pour moi le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est mon mot, c'est ma devise. Ne demande pas l'eau, demande la soif. Vincent Cespedes, merci. Merci.